Mardi 10 mars, en manchette. Olympique de Gatineau, nouvelles accusations contre 4 joueurs. 59 jours de patinage consécutifs, année record pour le Canal Rideau. Et Grand Prix cycliste de Gatineau, plus spectaculaire que jamais. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Sébastien Larocque. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Olympiques de Gatineau font de nouveau les manchettes pour les mauvaises raisons. Une jeune femme s'est rendue à la police de Trois-Rivières il y a une dizaine de jours pour porter plainte contre 4 joueurs. On va retrouver Samuel Lévesque au centre Robert-Gartin à Gatineau. Alors Samuel, il s'agit de la deuxième fois en moins d'un mois que les Olympiques se retrouvent dans l'eau chaude. En effet, Sébastien, le droit avait reporté le 23 février dernier que 6 joueurs des Olympiques de Gatineau avaient participé à des activités sexuelles dans les toilettes d'un Boston Pizza à Gatineau. La femme n'avait cependant pas porté plainte au service de police de la ville de Gatineau, mais une enquête avait été ouverte pour action indécente. Selon certaines informations, la femme était consciente malgré ses facultés affaiblies. Cette fois-ci, c'est une femme de Trois-Rivières qui aurait rempli une déposition d'une dizaine de pages à la suite d'allégations d'agression sexuelle. Elle dénonce une agression impliquant 4 joueurs des Olympiques qui figurent parmi l'alignement présentement. Les faits reprochés se seraient déroulés dans un hôtel de Québec en janvier 2014. C'est pourquoi le dossier se retrouve maintenant entre les mains de la police de Québec. Il faut dire, Sébastien, que les Olympiques n'ont disputé aucune partie en janvier dans la région de la capitale nationale. Il se pourrait que la démarche de la femme de Trois-Rivières ait été motivée à la suite d'histoires du Boston Pizza à Gatineau au début du mois dernier. Et est-ce que c'est le même type d'accusation, Samuel? Tout d'abord, il y a une question à se poser, c'est pourquoi les joueurs des Olympiques ont été à cet hôtel-là plus précisément. Il faut savoir que la Ligue de hockey junior majeur du Québec a une entente avec le groupe immobilier, le groupe Hospitalité Westmount qui regroupe les Comfort Inn, Quality Suite et Quality Hotel. Cependant, l'incident se serait produit à un autre lieu que les hôtels du groupe Westmount. Par contre, selon les informations recueillies pour le moment, les gestes reprochés aux joueurs de Gatineau dans cette affaire sont beaucoup plus importants que les gestes qui auraient été commis à Gatineau. Et pour le moment, la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les Olympiques de Gatineau ont dit qu'ils allaient prendre la situation très au sérieux pour éviter toute distraction pour l'équipe pour la fin de la saison et les séries éliminatoires. Samuel Lévesque, merci beaucoup. Je vous en prie. Le temps doux et ensoleillé a eu raison de la patinoire du Canal Rideau. Toutefois, la saison se clôture sur un nouveau record pour la plus grande patinoire au monde. Le canal a été ouvert durant 59 jours consécutifs pour le plus grand plaisir des patineurs et des commerçants. Un reportage de Maman Afou. Voici l'état de la glace du Canal Rideau ce matin. Le soleil et les températures douces de ces 2 derniers jours ont conquis la glace du Canal Rideau. Cette année, la saison de patinage prend fin après 59 jours de patinage consécutif, un record qui dépasse celui de 46 jours de la saison 2003-2004. C'est notamment les températures polaires de cet hiver qui ont permis d'avoir une saison record au Canal Rideau. Il s'agit d'une saison vraiment exceptionnelle. On a dépassé toutes les moyennes pour les 5 dernières saisons au niveau de l'achalandage, au niveau du nombre de jours où on pouvait patiner, le nombre de journées de patinage sans interruption. C'était vraiment une très bonne saison. Même si dorénavant les portes sont closes pour le public, la patinoire a attiré cette année plus d'1 million de visiteurs. Chaque jour, c'est près de 17 000 personnes qui se sont élancées sur la plus grande patinoire du monde. La commission de la capitale nationale a notamment misé sur les réseaux sociaux pour attirer le public. On voulait permettre aux gens d'avoir une interaction avec nous, de non seulement suivre les conditions du Canal Rideau, mais aussi de partager leur expérience de cette icône du Canada. Pour les commerçants du Canal Rideau, l'heure est maintenant à la fermeture après une bonne saison. Les nombreux jours d'ouverture de la patinoire ont attiré de nombreux skieurs et a fait le bonheur des commerçants aux alentours du canal. Absolument. Cette année, plus que les autres, le canal a été ouvert longtemps. Le résultat, c'est qu'on a eu beaucoup de travail et ça nous a aidés. On a vu plus de gens que d'habitude. Grâce aux températures glaciales de cet hiver, la patinoire du Canal Rideau a établi un nouveau record. Le froid et la glace laissent maintenant place au soleil et au temps doux. Maman Afou, Collège La Cité, à Ottawa.
Le taux de natalité chez les adolescentes au Canada a augmenté cette année. Plusieurs problématiques entourent ces jeunes mères, décrochage scolaire, absence du père et dépression. Il existe toutefois des ressources pour leur venir en aide. Reportage de Cindy Castillo. Tu savais pas, hey, Lisa s'en va à l'hôpital, elle va accoucher, nanana. Isabelle est une jeune mère monoparentale. Tombée enceinte sans le vouloir, le père de son enfant est absent. Vu que je suis mère monoparentale, quand ma fille bougeait dans mon ventre, des fois, souvent, j'aurais aimé ça avoir un homme à côté de moi faire « Hey, garde, elle bouge », mais j'avais pas personne. Au Canada, environ 10 % des mères sont âgées de 14 à 19 ans, un nombre élevé comparativement aux années précédentes. Les jeunes filles qui tombent enceintes à l'âge de 15 et 16 ans, 17 ans, je trouve qu'il y a une grosse augmentation. Le taux de décrochage scolaire est élevé chez les jeunes mamans. Seulement 25 % d'entre elles continueront leurs études. Isabelle fait partie de ces femmes. Mes études sont pas à risque, vu que je vis chez mes parents. Je compte même aller chercher un deuxième diplôme à la cité collégiale. Être une bonne mère est essentiel. La clé, être bien entourée. Nos jeunes mamans, ils ont des enfants, mais ils ont quand même les parents les acceptent. Si elle tombe enceinte, il n'y a pas de problème, on va garder l'enfant. Elle va être bonne maman, puis beaucoup de courage, parce qu'elle retourne à l'école, elle travaille, ça va lui prendre beaucoup de soutien, puis on va être là. Cependant, ce n'est pas tous les membres de sa famille qui ont bien pris la nouvelle. Je me suis mis à pleurer, je me disais « Oh my God, ma grande sœur est enceinte », mais comme, je sais pas, à cause des circonstances, je me disais que c'était comme, elle pouvait pas le garder. De nombreux services existent au cas où la mère aurait besoin d'aide. Si tu as des problèmes comme ça, tu peux aller avec tel organisme. T'sais, ils s'organisaient déjà pour aider le plus qu'ils pouvaient. Même avec sa situation particulière, Isabelle possède un bon entourage et toutes les ressources nécessaires pour devenir une mère exemplaire. Cindy Castillo pour le Collège La Cité à Gatineau. Une marche de solidarité a été organisée par la communauté dans le but de souligner la légitimité et la nécessité de maintenir les services du Centre d'aide 24/7. Les marcheurs voulaient faire valoir les bienfaits du centre au sein de la communauté. Selon eux, l'organisme communautaire doit être préservé et protégé puisqu'il nous distingue. Des rassemblements ont également eu lieu devant le bureau de la ministre Maryse Gaudreault et devant le C3Est de l'Outaouais. L'ouverture des soumissions du deuxième lot pour le centre multifonctionnel de Gatineau auront lieu demain. Ces appels d'offres permettront de financer la construction de la structure du centre. La Ville de Gatineau a reçu 8 propositions dont le montant allait de 8 à 11 millions de dollars après les premiers appels d'offres. 6 millions de dollars ont déjà été investis pour la construction du centre. Gatineau prévoit un budget de 65 millions de dollars pour réaliser le projet. L'Université d'Ottawa veut améliorer l'expérience étudiante sur son campus. Pour ce faire, elle collabore avec la firme Urban Strategies pour présenter le plan directeur. On joint notre journaliste Francis Gould qui est sur le campus. Alors Francis, c'est un projet d'envergure que propose Urban Strategies aux étudiants. En effet, Sébastien, Urban Strategies a l'intention d'améliorer l'expérience de vie pour les étudiants de l'Université d'Ottawa. Pour ce faire, la compagnie a présenté aujourd'hui son plan directeur et ses objectifs. Ces objectifs sont d'améliorer l'expérience de vie sur le campus pour les étudiants, faciliter leur déplacement, offrir plus de salles de classe pour eux et la création d'espaces verts. La compagnie prévoit que le projet devrait prendre une vingtaine d'années avant d'être complété. La première phase du projet va débuter cet été avec la rénovation de la place de l'université, une pièce angulaire pour le projet. Je vous laisse écouter Éric Turcotte d'Urban Strategies. Donc, c'est une nouvelle place publique qui, finalement, on va donner des endroits aux étudiants pour se réunir, se rassembler pour les festivals. Donc, ça fait partie de l'ensemble de certaines de ces stratégies-là pour, finalement, améliorer le milieu de vie étudiant. Le campus Alta Vista va être aussi touché par tous ces changements. On prévoit construire plus de salles de classe et de recherche et construire des sentiers pédestres pour pouvoir faciliter le déplacement des étudiants. L'Université d'Ottawa veut aussi construire un nouveau campus sur le bord de la rivière Rideau pour pouvoir accueillir plus d'étudiants dans les prochaines années. On peut donc dire que l'avenir de la vie étudiante est entre de très bonnes mains. Francis Gourde, merci beaucoup. Je vous en prie. Le choix des mosaïcultures internationales comme événement fort du 150e anniversaire de la Confédération ne fait pas l'unanimité chez les élus gatinois. Le conseiller du district de Lucerne, Mike Duggan, remet en question la façon dont le conseil municipal en est venu à cette conclusion.
Il aurait plutôt aimé que d'autres projets soient considérés et qu'un appel aux citoyens soit fait pour obtenir plus de suggestions. La Ville de Gatineau pourrait investir jusqu'à 2 millions de dollars dans l'avenue de l'événement. M. Duggan souhaite que la Ville réserve un montant d'argent pour accueillir d'autres événements. Au retour de la pause, vos nouvelles nationales et internationales avec Ivana Leba. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Canado-Tibétains se sont rassemblés sur la colline parlementaire pour commémorer le 56e anniversaire du soulèvement contre la Chine. Ils sont venus de partout au Canada pour rendre hommage aux millions de personnes décédées en 1959. Et Vincent, il y avait beaucoup d'émotions dans l'air apparemment. Et oui, Ivana, les Tibétains étaient tous très émotifs et plusieurs d'entre eux avaient la larme aux yeux. Et voici ce que je vous ai préparé. Des cris et de la délivrance, voilà ce que le peuple tibétain a exprimé sur la colline parlementaire. Ils étaient plus d'une centaine pour commémorer l'anniversaire du soulèvement contre la Chine. Certains étaient même venus de Toronto et de Montréal pour assister au 56e de la révolte de Lhasa, la capitale du Tibet. Aujourd'hui, c'est le 10 mars. C'est une journée émotionnelle pour tous. Very big uprising for whole Tibetan 1.2 million all over the world. Il y a 56 ans, le peuple de Lhasa se sont massés autour du palais du Dalai Lama pour le protéger contre l'enlèvement chinois. Par la suite, le Dalai Lama a dû fuir le Tibet, un événement que les exilés tibétains commémorent toujours. Chaque année, le 10 mars nous rappelle que notre pays est toujours sous la gouvernance de la Chine. Il y a toujours beaucoup de Tibétains qui souffrent sous le régime brutal de la Chine. Le 10 mars commémore aussi la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés selon les manifestants par le gouvernement chinois. Que puis-je dire? Il n'y a même pas de liberté de base au Tibet. Où est le Panchen Lama? La Chine a complètement kidnappé un de nos lamas spirituels les plus importants, le Panchen Lama. One of the very great spiritual high holy lama like Panchen Lama. 56 ans après la fin définitive de l'indépendance du Tibet, la douleur est toujours présente dans le cœur des Tibétains. Vincent Tremblay, La Cité, sur la colline parlementaire. C'est aujourd'hui, à Ottawa, qu'a débuté la première audience du Comité permanent de la sécurité publique nationale sur le projet de loi antiterroriste, le C-51. Le ministre de la Sécurité publique, Stephen Blaney, est convaincu que le C-51 ne menace en rien la liberté des Canadiens. On en parle avec notre journaliste Marc-André Bouliane. Alors, Marc-André, les ministres ont-ils bien défendu leur projet de loi? Oui, Ivana, les ministres Stephen Blaney et Peter MacKay sont venus aujourd'hui témoigner en ouverture de la première séance du comité parlementaire sur la loi C-151. Et comme à l'habitude, lors d'une première séance, les ministres sont venus défendre leur projet de loi. Ils ont démontré que chacune des dispositions de la loi était légale. Ils ont aussi soutenu que le projet était équilibré entre les pouvoirs accordés pour assurer la sécurité et la protection des libertés individuelles. M. Blaney soutient également que les citoyens sont conscients que leur liberté et leur sécurité en dépendent. Le ministre Blaney a également justifié un des articles de sa loi, de son projet de loi qui rend illégal le fait de formater ou préconiser un acte terroriste. Et cette comparaison avec un article, avec un élément historique, ça l'a fait sourciller plusieurs personnes qui étaient présentes. Je vous laisse entendre l'extrait. Alors, je maintiens mes propos et je vous redis que l'Holocauste n'a pas commencé dans les chambres à gaz, il a commencé avec des mots. C'est la raison pour laquelle il est important de respecter les droits et libertés des Canadiennes, mais de ne pas tolérer l'incitation à la violence. Et Marc-André, il y a-t-il encore beaucoup de critiques à l'endroit du projet de loi? Oui, Ivana, il y a encore beaucoup de critiques. Et il y a quelques semaines, il y a quatre anciens premiers ministres du Canada qui ont signé avec d'anciens juges de la Cour suprême une lettre où ils expriment
leur inquiétude face au respect des libertés d'expression des Canadiens. Il y a le NPD qui va voter contre le projet de loi et il y a Thomas Mulcair qui l'a qualifié de dangereux, ce projet de loi. Et lui, Justin Trudeau, de son côté, il va appuyer le projet des conservateurs. Toutefois, il émet quelques réserves au projet. Donc, Ivana, en terminant, la prochaine audience aura lieu ce jeudi. Il va y avoir des experts qui vont venir se prononcer sur le projet de loi. Il y a aussi le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Daniel Terrien, qui devrait venir déposer un mémoire. Merci, Marc-André. Je vous en prie. Revirement de situation au CHUM, l'ancien directeur général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Jacques Turgeon, a accepté de reprendre la direction du centre ce matin. Il sera dorénavant le président-directeur général du CHUM jusqu'en 2018. Il a décidé de revenir à son poste à condition que Jean-Claude Duchesne reprenne lui aussi sa place en tant que président du conseil d'administration. Rappelons que M. Turgeon avait quitté ses fonctions jeudi dernier tout en dénonçant l'abus de pouvoir du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. M. Turgeon reprendra officiellement ses fonctions dès le 1er avril. Le député de Saint-Jérôme, Pierre-Carl Péladeau, a dévoilé cet après-midi son plan économique appelé « Propulser notre économie pour réussir ». Dans ce programme économique, il s'engage notamment à investir plus d'argent dans les sièges sociaux, les entrepreneurs québécois et les régions. Il souhaite aussi créer de nouveaux emplois afin d'améliorer la situation économique nationale. Il affirme que s'il devient chef du Parti québécois suite aux élections provinciales en mai prochain, il mettra officiellement le plan en place. La France est en deuil depuis la tragédie qui a frappé le pays hier. La collision entre 2 hélicoptères a fait 10 morts, incluant 3 grands athlètes qui, à multiples occasions, ont fait briller la France. Giovanna, c'est une journée très difficile pour la France. Oui, comme vous pouvez sûrement l'imaginer, la tragédie a vraiment déclenché une vague d'émotions ici en France. C'est 8 personnes d'origine française qui ont perdu la vie et 3 d'entre elles étaient des grandes vedettes sportives de la France. On retrouve ici la navigatrice Florence Artaud, 57 ans, qui est aussi connue comme étant la petite fiancée de l'Atlantique. C'est l'une des plus célèbres navigatrices au monde, mais c'est aussi l'une des rares femmes qui a réussi à se creuser une place dans ce monde qui, disons-le, est surtout réservé aux hommes. En fait, en 1990, elle a remporté la Route du Rhum, qui est reconnue comme étant la course transatlantique la plus prestigieuse du monde. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a gagné le cœur des Français. La deuxième victime, Camille Muffat, est la championne la plus titrée de l'histoire de la navigation française. Et également parmi les victimes, on retrouve le boxeur Alexis Vastine, 28 ans, qui a décroché la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin. Alors, ces 3 athlètes très accomplis qui ont eu de belles carrières, c'est vraiment une grande perte pour la France. Et on écoute le président de la France, M. François Hollande. Aujourd'hui, une pensée pour ces 3 champions qui, hélas, ont fait un moment briller leur pays et aujourd'hui sont morts. Ils sont morts parce qu'ils voulaient, là encore, repousser les frontières. Et le tout s'est passé lors d'un tournage d'une télé-réalité? Oui, lors du tournage de la série Dropped, qui a été filmée en Argentine. Et puis, la série était un jeu d'aventure qui avait comme but de rassembler 8 sportifs qu'on allait ensuite lâcher en pleine nature. Et puis, cette série allait être diffusée sur TF1 cet été. Le tournage avait commencé au mois de février. Et au moment du drame, on venait tout juste de commencer à tourner la 2e émission lorsque le tout s'est passé. Alors, naturellement, lorsque ça s'est passé, le tournage a été interrompu et puis toutes les équipes vont être répatriées vers la France. Très bien, merci Giovanna. Je vous en prie. L'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été condamnée à 20 ans de prison ce matin. En 2011, elle avait mis en place plusieurs bandes d'armées qui ont assassiné près de 3000 personnes. Son mari et ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, affirme qu'il n'était pas au courant du conflit. Quant à leur fils, Michel Gbagbo, il a écopé de 5 ans de prison pour avoir aidé sa mère à planifier les meurtres. L'ancien chef de la garde présidentielle, le général Doug Bobley, a lui aussi été condamné à 20 ans de prison.
Après la pause, les sports avec Véronique Charon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Grand Prix cycliste est de retour à Gatineau. La présidente de l'organisme, Frédérique Moulin, a dévoilé la programmation de l'événement ce matin à la Maison du Citoyen. Le reportage de Nina Guy. Vos marques, prêts, partez. Pour une 6e année consécutive, le Grand Prix cycliste de Gatineau est de retour. Du 4 au 7 juin prochain, de nombreux cyclistes de classe élite de l'Union cycliste internationale, provenant des 4 coins du monde, feront la course pour le podium. Au total, c'est près de 600 participants et 5000 spectateurs qui prendront part à l'événement. Également, cette année se présente comme une des éditions les plus importantes depuis 6 ans. En effet, non seulement les cyclistes passeront pour la première fois autour du parc de Gatineau, mais il s'agit aussi de la première course UCI au Canada. On n'a pas beaucoup de courses UCI ici sur le continent américain. Il faut qu'elles aillent en Europe. Ça coûte cher, alors ça leur donne une possibilité d'être dans un peloton international parce qu'elles développent beaucoup d'expérience dans un peloton de femmes comme ça, d'élite. Pour l'occasion, le boulevard des Allumetières sera fermé du jeudi au dimanche. La Ville de Gatineau prévoit toutefois le coup. Elle s'assurera d'informer la population des détours à prendre afin d'éviter le plus possible la circulation lente. Bien que la course se déroule notamment la fin de semaine, selon Mme Moulin, cette fermeture à la circulation ne devrait donc pas affecter les automobilistes. On n'est pas durant les heures de pointe, absolument pas. Alors, ça ne peut pas leur allonger pour aller au travail le matin ni le soir. Puis la fin de semaine, les gens ne sont pas nécessairement au travail, là. Alors, bon, ils vont prendre des petites voies de déviation, mais ça ne devrait pas les allonger. C'est à cette ligne de départ que les cyclistes féminins et masculins parcourront une distance de 108 km, 6 km de plus que l'an dernier. C'est également ici que les cyclistes débuteront leur parcours pour obtenir leur place aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Nina Guy, pour le Collège de la Cité, à Gatineau. Un match décisif attend les sénateurs d'Ottawa ce soir au Centre Canadian Tire face aux Bruins de Boston. Si la formation Dave Cameron remporte le match, elle serait à 3 points seulement du 8e rang de l'Association de l'Est qui donne accès aux séries éliminatoires. Dans le cas contraire, les Sens se retrouveraient à 7 points des séries. Le duel de ce soir est le 4e d'une série de 5. Le Canadien affrontera le Lightning de Tampa Bay ce soir au Centre Bell. Il manque 2 points au tricolore pour rejoindre le Lightning au sommet de l'Association de l'Est. Les deux équipes s'affronteront 3 fois au cours des prochaines semaines. Pierre-Alexandre Parenteau et Alexis Emeline seront laissés de côté. C'est Carey Price qui sera devant le filet du Canadien et son vis-à-vis sera Ben Bishop. Montréal accueillera le duel qui opposera le Canada à la Roumanie les 18 et 19 avril prochains dans le cadre de la Fed Cup. Cette rencontre est importante pour l'équipe canadienne qui tentera de conserver sa place dans le groupe mondial pour 2016. Les deux pays se sont affrontés qu'une seule fois et c'était en 1983. La Roumanie l'avait d'ailleurs remporté 3-0. Le Canada occupe présentement le 9e rang mondial. Le lanceur partant des Blue Jays de Toronto, Marcus Stroman, ratera toute la saison en raison d'une déchirure du ligament au genou gauche. Il s'est blessé ce matin lors d'un exercice d'amorti au camp d'entraînement des Jays en Floride. Stroman était un choix de première ronde en 2012. Il a débuté 20 matchs et conservé une fiche de 11 contre 6 défaites. Patrick Willis, le capitaine défensif des 49ers de San Francisco, prend sa retraite. L'information a été confirmée aujourd'hui par l'équipe avec qui il a passé la totalité de sa carrière. Rappelons que Willis avait été placé sur la liste des blessés en novembre à la suite d'une blessure au pied. Au retour, le culturel, la météo et le mot de la fin avec Sébastien Larocque. Le regroupement citoyen d'Ottawa, Radio-Canada J'y tiens a rassemblé une vingtaine d'artistes de partout au pays, autant francophones qu'anglophones, pour un spectacle visant à soutenir le diffuseur public. C'est un peu plus de 800 personnes qui se sont déplacées hier soir au CNA pour montrer leur appui à CBC Radio-Canada. Sébastien Saint-Onge s'est rendu sur place. C'est à coup de notes de musique qu'une vingtaine d'artistes francophones et anglophones sont montés sur la scène du Théâtre du Centre national des arts pour soutenir Radio-Canada et CBC. L'événement qui est prévu depuis quelques mois déjà a fait salle comble, alors que les 830 billets gratuits ont trouvé preneur, et ce, en seulement 5 heures.
Le but de l'événement était de sensibiliser les gens à la cause radio-canadienne et pour envoyer un message aux parlementaires que la destruction de la société d'État menace la culture canadienne. Pour les artisans, c'est une institution qui doit demeurer. On en a besoin plus que jamais du service public, du diffuseur public, parce qu'on a besoin d'avoir de bons repères. Alors, si on veut avoir de l'information de qualité, ça prend des diffuseurs publics. Et pour les artistes, c'est grâce aux diffuseurs publics qu'ils ont pu lancer leur carrière. Le Radio-Canada fait partie de notre identité autant que le hockey ou le sirop d'érable. Je peux pas imaginer le Canada sans Radio-Canada. Je serais pas un artiste si c'était pas pour Radio-Canada. Ils m'ont appuyé depuis longtemps et là, c'est à mon tour de les appuyer. Fait que c'est sûr qu'avec ça, puis là, en sûr, faisant de la musique, c'est sûr que tout le réseau de radio, especially, pour nous autres qui fait de la musique puis qui commence puis qui fait peut-être quelque chose qui est un petit peu plus risqué pour d'autres radios, Radio-Can a été là pour nous donner un coup de main en premier puis ils sont quand même à l'affût de ce qui se passe. C'est la première fois qu'un spectacle conjoint français-anglais est organisé en soutien aux diffuseurs. L'astronaute et chanteur Chris Hadfield y est allé d'une de ses performances et a rappelé à quel point CBC Radio-Canada était important pour les Canadiens. De voir une chose canadienne, une chose pas américaine, pas de notre pays, mais notre expression de culture, notre moyen de communiquer avec nous, chez nous. Pour moi, ça, c'est le rôle de RDI. Plusieurs acteurs de différentes scènes politiques et de toute allégeance se sont déplacés pour l'occasion. Malgré l'invitation du comité organisateur, aucun député conservateur n'a assisté au spectacle. Sébastien Saint-Onge, La Cité, Ottawa. À la météo, ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse au cours de la nuit et un minimum de +2. Demain, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 7 degrés. Le soleil sera avec nous jeudi et vendredi. Et en terminant, la prévente des billets pour la venue de Shania Twain se déroulait aujourd'hui pour les détenteurs de cartes de crédit American Express. On vous rappelle qu'il s'agit de la dernière tournée pour la chanteuse canadienne qui effectuera un premier concert à Ottawa en 12 ans. Les billets seront en vente ce vendredi pour les personnes n'ayant pas accès à la prévente. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour votre rendez-vous d'actualité. Bonne soirée.